Bon, arrêtons-nous dans quelques instants sur ce qui se passe sur le terrain, puisqu'il y a beaucoup d'actualités qui montrent que pour l'instant, la guerre se livre des deux côtés de façon très âpre, très dure. Regardez, c'est les images de notre confrère et collègue Cyril Amourski. On est là à Kharkiv, qu'il a partagé tout à l'heure. On peut peut-être même écouter la séquence. Ce sont les bombardements très importants de la Russie ce soir à Kharkiv. Voilà, dites un mot, cette ville de Kharkiv, c'est je crois la deuxième ville, c'est la deuxième ville de l'Ukraine, c'est une ville très importante. Très proche de la frontière. Très proche de la frontière, il y a plus d'1 million d'habitants. Et on se rappelle que les Américains notamment avaient été très sensibles quand les Russes bombardaient sous Biden. Il y a un très grand enjeu de Kharkiv. Oui, il y a beaucoup de civils qui continuent. Et on quand même précise que c'est le fameux cessez-le-feu que les Russes soi-disant respectent. Et donc là, ça fait déjà... Le cessez-le-feu est sur les infrastructures. Et c'est le feu, pour le moment, sur les infrastructures pétrolières et dans les opérations de la mer Noire. Mais c'est très triste de voir ces bombes tomber sur Kharkov, parce que Kharkov, c'est une très belle ville qui avait d'ailleurs la plus vieille université d'Ukraine, une ville d'ailleurs russophone qui a brûlé. Et donc là, pour les Russes, c'est vraiment très contre-productif ce qu'ils font. Mais c'est pas dans le cadre du cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu, il est tout à fait limité pour le moment. Alors Kharkiv, c'est une ville qui était l'un des objectifs des Russes depuis le début de la guerre. Et ils ont occupé une petite partie de la région de Kharkiv. Et vous vous rappelez cette opération absolument spectaculaire et très réussie de l'armée ukrainienne à la fin de l'année 2022. Ça commençait au mois de novembre, où les Ukrainiens ont libéré, mais vraiment assez rapidement, la région de Kharkiv de l'occupation russe. Et c'est ça qui a enragé aussi les Russes. Et depuis, ils s'acharnent sur Kharkiv, qui était, je vous rappelle, était aussi pendant très peu de temps la capitale de l'Ukraine. Donc finalement, ça reste une ville martyre, une ville qui est bombardée comme si c'était quelque chose dans la normalité. Mais non, c'est pas dans la normalité. Il y a peut-être les enfants encore qui sont tués ce soir. Et c'est un message des Russes très clair. Ils veulent continuer la guerre. Se peut-il que la guerre, d'ailleurs, comme vous dites, continue beaucoup plus qu'on ne pense? Il faut lire ce que dit Trump lui-même. Il y a un doute chez Donald Trump en personne. Je pense que la Russie souhaite la fin de cette guerre, mais il se pourrait qu'elle traîne les pieds. Alors là, il ramène à lui, façon Trump. Je l'ai fait au fil des ans, vous savez. Je ne veux pas signer de contrat, je veux rester dans le jeu, mais peut-être pas tout à fait, je n'en suis pas sûr. Donc, il voit ça un peu à l'aune de ses habitudes à l'époque de promoteur ou je ne sais quoi, mais c'est l'aspect un peu anecdotique. Non, il envisage le fait que les Russes, y compris peut-être, soient pas si pressés. Non, mais il n'a pas tort. En fait, il le constate aujourd'hui. Lui était pressé et il voit que les Russes ne le sont pas. Pour différentes raisons. C'est parce qu'ils n'ont pas obtenu... Bon, tous leurs buts de guerre, ils ne les obtiendront pas, ça c'est clair. Mais je pense d'abord il faut qu'ils libèrent totalement Koursk. Et d'autre part, ils veulent progresser sur le front aussi. Donc effectivement, ils vont essayer de... Enfin, ils jouent la montre, ça c'est très clair. Peut-être qu'il surestime peut-être sa position, Poutine. Mais il croit qu'en fait, il va gagner. C'est pas parce qu'il a une petite victoire militaire à Koursk qu'il continue à avancer, parce qu'il ne continue pas à avancer dans les autres régions, donc cette fois-ci d'Ukraine. Et peut-être qu'il fait une erreur stratégique de ne pas saisir la chance qui lui est offerte, parce que si Trump se lasse, il peut extrêmement facilement revenir comme un bateau qui est en panne, de l'autre côté, à 180 degrés, et revenir du côté ukrainien. On dit, bon, bah voilà, je soutiens à mort les Ukrainiens. Et ça sera la meilleure solution pour cette guerre, pour les Ukrainiens. Il faut que Trump s'énerve à un moment pour dire non, il me prend pour un imbécile, il ne veut pas négocier. Oui, c'est ce que je pense. Je ne pense pas que ça arrivera. Pourquoi ça n'arrivera pas, qu'on comprenne bien d'après vous? Parce que l'extrait est très intéressant que vous avez diffusé, donc le propos de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et c'est quelque chose qu'il a déjà dit, et ça avait frappé, au sens premier du terme, tout le monde. Vous vous souvenez quand, après le début des négociations, Vladimir Poutine a fait pilonner l'Ukraine, et Donald Trump a dit « il fait ce que je ferais, ce que n'importe quel autre type à sa place ferait ». Donc Donald Trump est en train d'expliquer que Vladimir Poutine est un bon négociateur. Il fait comme moi, il négocie bien.
Et Volodymyr Zelensky l'a redit ce soir dans un long entretien accordé à l'UER, que finalement, alors Volodymyr Zelensky ne le dit pas de cette manière, je le résume, que son meilleur allié face à Donald Trump, pense-t-il, c'est Vladimir Poutine. Précisément parce que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Veut parler mais pas négocier. Ça, ce sont deux activités, deux choses très différentes. Mais c'est sans doute surestimer la lucidité et voir l'honnêteté de Donald Trump dans ce processus. Oui, mais il y a aussi autre chose, c'est que pendant que ces combats très durs ont lieu, ça montre aussi, Trump peut montrer aussi à Zelensky que les troupes ukrainiennes arrivent à tenir parce que pour le moment, il y a bien le renseignement américain et un certain flot logistique et de munitions qui lui arrivent. Donc devant la pression russe, l'armée ukrainienne tient très bien, pratiquement recule très peu, mais grâce toujours à l'aide américaine. Donc ça, c'est une autre façon de lui faire monter quand même la pression, lui dire... Ça, c'est une pression sur Zelensky, pas sur Poutine. Non, sur Zelensky. Ben oui, mais là, on voudrait... Enfin, oui, Zelensky Trump, lui, il veut montrer à Zelensky qu'il reste quand même toujours extrêmement redevable de l'aide en renseignement et en logistique. Mais bien sûr, mais si vous voulez, là, Zelensky, c'est le premier de la classe. On lui a demandé un cessez-le-feu sans condition. OK. On lui a demandé un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. OK. On lui a demandé un cessez-le-feu en mer Noire. OK. On lui a demandé d'envisager des conditions territoriales. Parlons-en. Mais je vous rejoins en ce qui concerne une éventuelle bascule de Trump. C'est-à-dire que moi, j'y crois pas, la bascule. Trump est relativement imprévisible et il peut, si jamais ça durait trop longtemps, effectivement, renforcer l'aide à l'Ukraine. Pour faire un nouveau pression. C'est ce que nous attendons tous, mais... Moi, je suis un peu sceptique. On a pu le penser au début, mais quand on regarde la première rencontre entre les négociateurs russes et les négociateurs américains, de quoi ils ont parlé ? Pas de l'Ukraine, mais du reset de la relation, d'un partenariat géopolitique, d'un partenariat économique large. Et je pense que c'est ce qui intéresse le plus Trump aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûre du tout qu'il bascule de l'autre côté. Il y a cependant une incertitude de la guerre. Écoutez le chef de la CIA, je ne sais pas s'il était dans le groupe Signal aussi. Radcliffe, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc ils sont tous là. Voilà. Radcliffe ce soir qui dit l'Ukraine, effectivement, comme vous le dites, elle se bat bien. À quel moment est-ce qu'elle s'arrêtera ? C'est pas sûr. Et on voit que même chez le patron de la CIA, il y a une marge d'incertitude. Et puis il est admiratif. La Russie a l'avantage sur le champ de bataille et progresse lentement. Toutefois, je tiens à dire qu'en ce qui concerne la résistance ukrainienne, le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne ont été sous-estimés pendant plusieurs années maintenant. Et en fin de compte, d'après mes réflexions d'observateur, du point de vue du renseignement, je suis convaincu qu'ils se battront à main nue s'il le faut, s'ils n'obtiennent pas des conditions acceptables pour une paix durable. Et ça, c'est en faveur de l'Ukraine, parce qu'il est devant tous les sénateurs, et ça, vraiment, il soutient le patron de la CIA. Là, il soutient l'Ukraine. Il dit les Ukrainiens sont très courageux, et ça plaît, parce que les Américains, ils adorent les fighters, ils respectent les fighters. Et là, il s'est dit, ils sont prêts à se battre, même au couteau, pour leur liberté et leur indépendance. Et ça, il plaide donc pour eux, et s'il le fait, c'est qu'il sent que son patron... Trump pourrait très bien changer d'avis. Et moi, contrairement à Gallagher, je pense, ou à mon ami Sylvie, je pense qu'un virage à 180 degrés, c'est comme quand vous empannez en bateau, que là, hop, ça tourne à toute allure. Et ben, je pense que ça peut se passer. C'est pas tout simplement un complément. Moi, je crois que en fait, c'est le seul occidental qui a compris l'Ukraine. C'est le seul qui a compris. Il a compris. Et moi, je vous ai répété depuis toujours que les Ukrainiens ne lâcheront jamais. Les gens qui disent on va leur couper des vivres, on va leur couper l'argent et ils vont se plier. Non, vous ne connaissez pas les Ukrainiens. Ils vont se battre jusqu'au dernier. Et même s'il y a le pays qui va être fatigué, vous pouvez regarder d'ici de l'Occident, mais vous ne comprenez pas que les Ukrainiens ne vont pas lâcher leur pays. L'admiration, ne vont pas lâcher leur pays. L'admiration de l'ancien du KGB pour le patron de la CIA. Il faut connaître l'histoire. Sergei Girnov a dit, ex-KGB, il a dit le seul occidental qui a compris l'Ukraine, c'est le patron de la CIA. Non, mais c'est ça, parce que en fait, juste pour finir, je vous ai donné déjà l'exemple. Quand après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un nationaliste ukrainien qui était quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, qui étaient dans les forêts. Ils ont mis 25 ans
Staline, avec la NKVD, avec Beria, avec tout l'appareil de la NKVD, il a mis 25 ans à les éliminer. 25 ans, quelques centaines de personnes dans les forêts. Sans descendre aussi loin dans l'histoire, qui est tout à fait vrai, mais aujourd'hui, on peut voir ce que se passe. Les Ukrainiens, tout le monde leur a refusé l'aide en tout début de la guerre et même avant la guerre, tandis que c'était clair que la Russie va attaquer. Zelensky, il a fait la tournée de tout le monde, il a demandé des armements, il a demandé des sanctions, mais on lui a dit non, vous inquiétez pas, ça va faire un peu mal, mais c'est pas grave, hein, vous allez vous habituer, on va vous envahir. Bon, entre nous, c'était horrible. L'Ukraine a été lâchée, abandonnée complètement, et les Ukrainiens se sont battus avec ce qu'ils avaient, avec peut-être pas les couteaux, mais ils avaient les quelques armements, leurs fusils de chasse, tous ceux qui... Ils avaient des javelines américains en grande quantité. Mais c'est pas avec les javelines. Ça a aidé. Il y a eu une livraison de 2000. Il y a une livraison de 2000 javelines américains en janvier 2022. Ouais, et ils ont été très utiles. C'était très utile également, mais il n'y avait pas ni l'artillerie ni d'autres armements. Donc les Ukrainiens ont montré ça. Et aussi, deuxième fois, quand il y avait la suspension de l'aide américaine qui n'a pas été votée, pendant plus de 6 mois, ils sont restés sans livraison d'artillerie, de systèmes d'artillerie. Et ça se ressentait sur le front, mais ils n'ont pas reculé. Donc ils sont dépendants de l'aide américaine, mais pas entièrement. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'ils ont renforcé leur complexe militaire-industriel. Ils produisent 40% de leur armement aujourd'hui, les Ukrainiens.